Ouais, on va faire ça. Bah, pendant que tu essaies de régler tout ça, on va continuer un petit peu, si on nous entend bien en tout cas. Du coup, on en était où? On en était à comment est-ce que tu as découvert le drift? C'est venu un peu par hasard. Enfin, moi, j'ai un de mes meilleurs amis qui est un ami d'enfance, donc Pierre Chaveria, Blue Motorsport, Mmh. qui a fait mes voitures. Donc, lui, il est dans le drift depuis bien, bien longtemps. Et une fois, un dimanche, il m'a dit, viens avec nous, on va drifter. On va sur circuit. Et du coup, j'étais jamais allé voir du drift de ma vie. Hormis Ken Block, je savais même pas ce que c'était le drift. Et du coup, je suis allé avec eux et j'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé ma journée. C'était à peu près en février, il y a 4 ans, pile, donc là, on est pile il y a 4 ans. Et j'ai vu que la première manche du championnat de France au Castellet était à peu près vers le mois de mai. Donc, je me suis dit, allez, je vais le faire. J'ai acheté au mois de février une E30 318 IS. Je suis allé 3 fois sur circuit et je me suis inscrit au championnat de France. Ah ouais, du coup, aucune vraie expérience, on va dire? Aucune C'était vraiment, expérience. Non, vraiment non, pour le non, kiff? j'avais jamais conduit de propulsion de ma vie. Ah ouais. Et hormis mes américaines, donc j'avais jamais drifté vraiment. Je connaissais pas du tout ce domaine-là. Mmh. Et je suis arrivé au championnat de France, je savais pas du tout ce que je foutais là. S'il y avait pas ma compagne, je pense que je reprenais la route et je rentrais à Lyon. Et du coup, j'ai continué, j'ai fait toute la course, donc j'étais en amateur et j'ai fait troisième en amateur. Oh génial. Est-ce que les gens m'entendent? Normalement, on devrait m'entendre. Donc ça devrait aller. Il y a de l'écho sur la voix de Alexandre. Mais est-ce que vous m'entendez déjà? Est-ce que c'est déjà mieux? Je suis vraiment désolé. On essaye un nouveau truc pour justement avoir moins de merde et c'est la merde. Voilà, on essaye de faire au mieux. Vous dites si vous m'entendez. Ça a pas l'air de répondre. Ouais, ils répondent un peu après normalement, mais ça devrait aller. Je crois qu'on entend un peu ta voix, on l'entend un peu en écho, mais bon, c'est good, mais monte le son. Ok, je vais monter le son, il n'y a pas de souci. Ok, c'est bon pour tout le monde, on va pouvoir y aller. Du coup, Alexandre, donc je reviens un peu à toi. Bah déjà, t'es un sacré personnage. Comment dire, tu fais pas, t'as pas la même vision, je pense que la plupart des gens dans le drift. Quelle est la vision pour toi du drift, ta vision du drift? C'est ma vision, c'est d'abord de me faire plaisir moi tout seul, que je kiffe. Donc tant que ce que je fais, bah, ça me convient et que je me fais plaisir, le reste après, c'est que du plus. D'accord, je vois un peu le genre. Je vois un peu le genre. Parle-nous de comment ça t'est venu l'idée de faire une chargeur. Et ben après ma première saison donc en amateur, il fallait que je crée une voiture un peu plus performante. Et du coup, là, je suis parti un peu dans un projet fou. J'ai toujours rêvé d'une Dodge Charger, Mhm. mais c'est quasiment intouchable. Et là, je me suis dit, bah, je vais allier ma passion des Américaines avec le drift. Donc au début, c'était pas du tout pour en faire une caisse spécialement performante et je savais même pas qu'elle allait m'emmener jusqu'à où j'en suis aujourd'hui. Mais on a dit, on va se faire plaisir et on crée une voiture qui est totalement unique. Et du coup, cette passion pour les États-Unis, c'est vraiment. T'as ça depuis longtemps? Depuis que t'es petit? Depuis que je suis tout petit, ouais, vraiment depuis que je suis tout petit, j'ai toujours regardé tous les films américains, les séries, les films qu'on connaît. Et par exemple, E.T. pour moi, c'était voilà, c'était les gamins qui jouaient dans les banlieues à vélo. C'était totalement ce que je faisais moi et je me retrouvais dans ces films. Et puis, bah, dans ces films, on voit toujours des dérapages, des voitures américaines, et puis voilà, la passion des États-Unis, elle est venue comme ça depuis tout petit, quoi. Et donc, on va dire que tu as été bercé par les États-Unis depuis tout petit, on va pas se mentir.
vu que Ouais. dans la pop culture, vu ce que tu nous as préparé cette année sur ton projet de la DeLorean, comment t'as vécu est-ce que pour toi ça a été un peu un rêve américain euh, Quand il a fallu la ramener chez elle, Ouais, quand t'as été, ça d'ailleurs, pour. ça d'ailleurs au passage, je vous invite à voir toutes les vidéos sur la chaîne d'Alexandre Claudin sur en fait le débriefing de tout ce qui s'est passé pendant le tournage de Netflix parce qu'il y a des choses beaucoup intéressantes et beaucoup d'anecdotes. Donc je vous conseille d'y aller vivement. Moi j'ai passé l'après-midi sur ça et c'était vraiment cool. Donc voilà, et pour revenir à ça, est-ce que tu as vécu un peu ton rêve américain quelque part avec Hyperdrive? Totalement. Moi, même si j'ai pas pu montrer toutes les performances que je pouvais faire, dans tous les cas, j'étais aux États-Unis. J'ai emmené ma voiture là-bas. Voilà, on m'a payé pour que j'emmène ma voiture rouler là-bas, donc je pouvais pas demander mieux que ça, quoi. Donc j'ai emmené ma caisse de France aux États-Unis. Là-bas, j'ai roulé pendant un mois. Donc ici en France, si on arrive à rouler déjà une fois par mois, c'est déjà dingue. Là-bas, pendant un mois, tous les jours, on roulait. Donc on avait un circuit en grandeur nature. Et ça, c'était grandiose, quoi. On pouvait pas faire mieux, quoi. Mais c'est vrai que ça devait être impressionnant. Nous, de ce qu'on a vu sur les images, c'était déjà super impressionnant. C'était une sorte d'entrepôt un peu avec plein d'obstacles. C'est l'ancienne usine Kodak. Donc Kodak, les appareils photo. Donc c'est l'ancienne usine. Aujourd'hui, Kodak, voilà, c'est en train de mourir. Avec aujourd'hui, voilà, c'est plus trop d'actualité. Et du coup, ils ont loué cette grosse usine. Donc, quand vous arrivez là-bas, que vous êtes petit français, que vous retrouvez déjà votre voiture, que vous n'avez pas vue depuis 2 mois, et que vous voyez cette énorme usine avec les frais qui ont été mis dedans, c'est colossal. Les équipes techniques qu'il y avait, tout ce qui était mis en place, quand on débarque là-bas, ouais, on a 10 ans et c'est comme si j'avais 10 ans et on a les yeux grands ouverts. Ouais, c'était vraiment c'était vraiment toute l'ambiance qui était comme ça. C'était pas juste un décor et derrière le Non, décor. c'était une vraie usine. Donc y a vraiment... pas de ça, c'est un vrai décor, quoi. C'était vraiment dans l'ambiance. On se rend pas forcément compte de ce qu'on voit à la caméra. On sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Tout a été vrai. Y a pas c'est une série où il n'y a pas de trucage, quoi. Donc il y a bien eu de la bagnole qui a été cassée. Tout ce qui a été cassé, ça a été véritablement cassé. En tant que cours, c'est pas parce qu'on le voulait. Donc ça a été vraiment cassé. Tous les obstacles qu'on a fait, c'est vraiment des vrais obstacles qui ont été faits. Par exemple, le pont à bascule, c'est moi qui suis monté en premier dessus. Il n'y a pas spécialement de sécurité, ils ne savaient même pas si vraiment ça fonctionnait. C'est pas un truc où c'est des ingénieurs qui ont travaillé dessus pendant 10 ans et qui vont le mettre pour le grand public. Donc voilà, il y a quand même une partie qui était très dangereuse et on était des vrais cascadeurs là-bas. Ouais, je pense aussi au chemin un petit peu dans l'eau où il y avait vraiment pas mal d'eau. Il y a pas mal de pilotes qui ont dû avoir peur parce que ça allait noyer le moteur, quoi. Il y a pas mal de pilotes qui ont noyé leur moteur. Ouais, c'est ça. Axel François, je crois qu'il avait eu pas mal de problèmes avec ça, il me semble, ou Feeling Shredder. Ouais, il roulait à fond et puis les admissions, elles aspiraient tout de suite de l'air. Donc pour nous, la petite anecdote, c'est comme ça qu'on a cassé le compresseur de la chargeur. C'est dans l'eau là-bas. Ouais. Alors on a une question de Nicolas Bonamy qui nous dit justement ça il a répondu tu as bien vécu l'expérience Hyperdrive, donc je pense que oui, ça a été un vrai plaisir. Et Ouais. est-ce que ça t'a ouvert les portes des portes sur du cinéma, sur de la télé, des trucs comme ça? Non, ça m'a pas ouvert des portes sur le cinéma, sur la télé. Pas pour le moment, j'espère, on croise toujours les doigts. Mais non, ça m'a ouvert des portes sur beaucoup d'événements dans le monde de l'automobile. Donc maintenant, je suis vraiment connu dans ce domaine-là. L'hiver dernier, je suis allé au SEMA Show. Quand on va au SEMA Show petit français et que dans la foule, on vous demande des autographes, ça fait bizarre, quoi. Mais parce que il me semble que aux États-Unis, ça a très bien marché, Hyperdrive. Alors aux États-Unis, ça a très très bien marché. Eux, ils ont une culture de l'automobile qui est complètement différente de la nôtre.
Netflix déjà est une autre culture là-bas, même si elle arrive bien puissante en France. Mais là-bas, c'est autre chose. Et pour vous donner une petite ordre d'idée, j'étais à New York, j'étais sur Times Square, et sur le grand écran, il y avait la publicité Hyperdrive. Donc Ah, ça génial. donne tout de suite l'idée de la dimension qu'il y avait là-bas aux États-Unis, quoi. Mhm. Après, ça a très très bien marché dans beaucoup d'autres pays, comme en Europe, on a en Espagne où ça a cartonné. Au Brésil, ça a vraiment cartonné. J'ai reçu énormément de messages du Brésil. Ce qui est dingue au Ouais, parce Brésil. il y avait pas mal de pilotes du Brésil, il me semble. Il y Celui qui a avait 2 gagné. pilotes du Brésil, ouais. Mais ce qui est dingue, le Ouais. Brésil aussi, je suis d'origine portugaise, moi, et il y a une culture au Brésil de la voiture aussi qui est incroyable. C'est vrai Au Brésil, c'est. Brésil, c'est quelque chose, mais c'est vrai que dans plein de pays qu'on croit pas, bah, il y a de la culture de la bagnole. En Espagne notamment, qui arrive à faire des événements comme la Vol Race. Ça, on peut en parler un peu parce que tu as fait partie de la Vol Race, et d'ailleurs, je crois que tu as été assez surpris je sais pas comment dire ça, dans ta vidéo, tu vois que tu es assez surpris par le monde qu'il y a. Genre, c'est un truc de dingue, quoi. Genre, On est arrivé là-bas, il m'avait parlé qu'il allait y avoir beaucoup de monde à Vol Race, mais après on ne sait pas trop, c'est un événement qui est nouveau, donc je ne savais pas trop où j'allais. On m'avait parlé qu'il allait y avoir du monde, mais ça a été vraiment débile. C'était digne des trucs de cinéma que vous voyez dans les films de Fast and Furious ou machin. Ça arrivait par milliers de voitures. Je pense que pour rentrer dans les stands, dans les paddocks, il fallait 1 heure et demie de queue. ah la vache. Il y avait des parkings gigantesques, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il devait y avoir plus de 4000 voitures. Chaque voiture était customisée, quoi. Il y avait des voitures sur air, au moins des jantes. Il y a des bagnoles qui valaient 2000 euros, et puis il y avait 10 000 euros de jantes dessus. Enfin, Non, mais c'est ça qui est. Ils sont fous, quoi. Ils sont fous là-bas. La Vol Race, pour revenir à la Vol Race, nous on compte la faire cette année, enfin avec avec les Drift King, on compte couvrir l'événement de la Vol Race, puisque notamment il y aura une épreuve des Drift King de Nocturne, là-bas à Navarra. Ouais. Et quand on voit les after movies, etc., bah, c'est là où il faut être, je pense. Quand on aime la voiture, c'est là où il faut être, parce qu'ils ils ont réussi à faire un truc énorme en Europe au niveau des États-Unis ou des trucs comme ça. Je dis pas que c'est macho, mais quand on voit la parade des C'est complètement différent. Le SEMA Show, c'est vraiment un salon. Là, c'est un événement ouvert à tout le monde, où pratiquement tout le monde peut rouler, et puis tout le monde peut présenter sa voiture. Donc, il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas de. Voilà, si tu viens avec ta caisse, t'as pas besoin de t'inscrire, tu rentres, si tu veux voir tout ce qui est circuit et tout, je suis pas sûr, mais je crois qu'il faut payer. Mais en tout cas, tu as l'accès aux 4000 voitures qu'il y a sur tous les parkings et tout, donc c'est rien que ça déjà, c'est impressionnant, quoi. Pour en revenir un peu à Hyperdrive, moi je me demandais un petit peu l'ambiance qu'il y avait entre les pilotes et avec le staff. C'était comment? C'était vraiment ambiance cinéma ou c'était vraiment allez, action, action, on n'a pas le temps de parler? Entre les pilotes, c'était vraiment ambiance famille, on va dire. Personne se connaissait, on était tous de cultures différentes, donc complètement différentes même, donc c'était assez dingue. Et on s'est vraiment soudés, donc on a tous appris à essayer de parler un petit peu japonais, les japonais français, les anglais baragouinaient en français, nous en anglais, donc un peu tout ça, donc ça c'était marrant. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on mangeait ensemble dans le même, comme un self, on mangeait tous ensemble, on était tous à l'hôtel ensemble. Le soir, on sortait ensemble, on était toute la nuit ensemble quand on tournait, donc on a vécu ensemble pendant un mois collés. Donc c'est devenu vraiment que des amis. Après, la partie par contre vraiment film, le tournage, ça c'était intensif. Ils rigolaient pas les gars, quoi. Il y avait pas, ils venaient très peu vers nous en disant, on rigolait, quoi. C'était les horaires, c'était tout le temps rythmé. C'était très dur quand même à suivre en rythme. Et du coup, tu es encore en contact avec des pilotes étrangers, tout ça? Pratiquement en contact avec tous les pilotes. Ah ouais. Ça, c'est au-delà de Netflix et ce que ça m'a apporté aujourd'hui, ça a fait des amis dans le monde entier. Donc, Des partenaires aussi. Des nouveaux partenaires, ouais.
Mais aujourd'hui, si je vais au Japon, je suis accueilli par les Japonais. Je peux aller au Brésil, ils me prêtent une voiture pour rouler. Donc ça c'est formidable. L'expérience humaine, elle est dingue. Alors, C'est génial. on a une question du chat qui nous demande quelle a été ta rencontre, ta meilleure rencontre ou celle que tu t'en souviendras le plus. Moi, je pense que j'ai ma petite idée parce que j'ai vu les vidéos, mais vas-y. Sur Hyperdrive, Ouais. on avait, il y avait un pilote en particulier où j'étais super fan de lui bien avant Hyperdrive. C'est Jao, le Brésilien qui avait la Mustang. Donc de se retrouver là-bas ensemble, c'est un pilote qu'on voit que sur les réseaux. Je le suivais sur Instagram. Quand on se dit qu'il est à l'autre bout du monde, je pensais jamais qu'on allait pouvoir se voir et encore moins rouler ensemble. Donc se retrouver là-bas, c'était assez marrant, quoi. Et vous communiquez directement, surtout que là, Joao, maintenant, il est. Comment dire, il est en Formula. Il est en Formula. Mais Ouais. cette année, pas cette année, mais il y a été, je crois, en Il 2000. était pas cette année, mais Ouais. il a fait 2 ans de Formula déjà. Avec une Corvette, je crois que presque d'origine, il avait juste mis un kit et finalement, elle était pas tant modifiée que ça. Non, pas tant modifié que ça, non. Ouais. Et puis aussi, on peut citer Rio, qui est maintenant un de tes partenaires. Ouais. C'est une sacrée belle histoire, hein, d'ailleurs. Hein. C'est une sacrée belle histoire, votre rencontre. Enfin, il a voulu vous aider et c'est devenu un partenaire par la suite. C'est celui qui a fait ton V8. Exactement. Et d'ailleurs, t'en es où avec ton V8? T'as mis le compresseur? Ouais, maintenant la chargeur, elle a un compresseur dessus. Donc tu remplis combien maintenant dessus? En chevaux. Ouais. Alors on n'a pas vraiment beaucoup discuté là-dessus. On n'a jamais trop parlé. Mhm. C'est un moteur en fait qui a été préparé pour atteindre 2500 chevaux. Ouais. Donc il peut encaisser 2500 chevaux. Nous on est très loin de tout ça. Mais ce qui veut dire que s'il peut encaisser beaucoup plus, nous avec les chevaux qu'on lui donne, du coup il est super fiable. il est très fiable. Nous avec le compresseur sur banc on est arrivé à peu près à 1080 chevaux. Ah. Ouais. Mais D'accord. on a été bridé par le banc. Mhm. Après, aujourd'hui, la voiture fait environ Ce flex. 840 chevaux. Ok. C'est- Et pour quel poids? Tu soulèves quel poids avec ça? 7. Une tonne 7. Ah ouais, tu vois, j'aurais. Ouais. Ah, entre Ouais. l'ancien. Bon, c'est quand même- Attends, il était annoncé. Quand t'avais le moteur quand t'avais l'ancien V8 BM, il était annoncé à 1,5 kg? Si je dis pas de bêtises? Ou en dessous? La chargeur, on devait être, on était encore à 1 kg 500 et quelques, 550. Donc on a pris bien 150 kg avec en fait tout ce qu'on a rajouté. Donc maintenant on est passé de 9 litres d'eau à 20 litres d'eau par exemple. Donc ça va très vite. Le litre d'huile aussi, on a augmenté de 10 litres au niveau de l'huile. Donc ça fait déjà 20 kg juste sur du liquide. Ouais. Et après on a beaucoup de choses voilà, qui sont nouvelles sur la voiture à chaque fois, donc ça rajoute beaucoup de poids. Et d'ailleurs, encore une question du chat qui demande, avec cette machine, où tu comptes aller? C'est quoi ton objectif avec cette machine? Parce qu'on sait que c'est ta première et que c'est celle avec laquelle tu fais des compétitions de base. Est-ce qu'il y a un but derrière ou c'est juste que tu as envie de tirer en maximum et te faire plaisir? Non, on tire au maximum. Le but, moi, c'est surtout de faire des événements que j'ai jamais fait, donc faire un checklist. Donc cette voiture aujourd'hui, elle m'offre l'opportunité de voyager, donc c'est extraordinaire. Donc moi, si je peux remplir des objectifs personnels comme le Goodwood, la participation ça, ou Pikes Peak aux États-Unis, voilà, ça serait des très bels objectifs avec cette voiture. D'accord, donc tu Ouais, vois. ben, Ouais, excuse-moi, vas-y Damien. D'ailleurs, on t'a déjà vu au Gymkhana Grid en 2019. Ça, Est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'ils t'ont appelé pour ça ou est-ce que tu t'es inscrit? Enfin, ça se passe comment? J'ai envoyé ma candidature et puis elle a été très vite acceptée. Ouais.
Ouais, parce que je sais plus, tu racontais dans une de tes vidéos que Ken Block avait choisi que tu sois dans la partie Bah, show, en si, fait. en fait, donc il y avait entre midi et deux, par exemple, il y avait des shows. Et Ken Block, lui, donc faisait son show et devait choisir entre tous les pilotes un pilote qui devait faire le show avec lui. Et du coup, il m'a choisi. Donc Hmm. Ah, c'est bien, c'est ouais. c'est ce flex. Tu peux dire des grosses choses avec ça. Pour revenir à ça, on va continuer à parler de tes projets pour le futur. On a vu ta DeLorean, Ouais. Que tu teases un peu l'évolution. Que tu utilises un peu Petit à l'évolution et qui est assez paradoxe parce que c'est un des derniers projets de Blood Motorsport, si je dis pas de bêtises, qui malheureusement va vivre son rêve américain. Anthony Rocci nous a dit un peu, et je sais qu'il a délesté quelques restes à Anthony Rocci derrière. La DeLorean, c'est son dernier projet avec, je crois, la voiture de Michael Lahaye aussi. Michael Lahaye est en train de faire une S13 Boss. Non, S14. S14, autant pour moi, une S14 Boss aussi. D'ailleurs, quel est le but de cette DeLorean en dehors du délire? Parce que c'est vrai que j'en suis sûr, c'est parti d'un délire ou d'un rêve de gosse de l'avoir. Un délire, la DeLorean c'est une bagnole que je voulais acheter quand j'avais 18 ans, mais tout le monde m'en a déconseillé parce que c'est des merdes à l'origine. Et puis à l'époque, j'aurais dû vraiment en acheter une parce qu'elles ont vraiment explosé en termes de prix, donc j'aurais dû en acheter une à l'époque. Mais c'est vraiment une voiture que j'ai toujours trouvé intrigante et puis complètement folle. Donc là, on a dit, allez, banco, on fait une nouvelle voiture qui sort complètement de l'ordinaire et on va transformer la première DeLorean au monde. Tralala. Donc ça fait. Et du coup, là. Ouais, Damien. Ouais, vas-y, je t'en prie. Donc là, ça fait quand même. Tu es le seul, sûrement en drift, tu es le seul possesseur d'une. T'as 2 projets qui sont pratiquement uniques au monde. Ouais. Donc, et qui sont reconnus par ses pairs et par le monde entier parce que dès que. Je pense que tu as eu de succès avec la voiture partout où tu es allé, quasiment, et parce qu'elle est unique. Et comment tu. Est-ce que tu savais que tu allais avoir autant de succès ou pas? Non, jamais, je me suis jamais imaginé ça. Avec une Charger. Tu savais que tu faisais différemment et puis voilà. Je savais que je faisais différemment, c'était le but quand même. Mais de là à vraiment que ça emmène tout ça, non, jamais. Et du coup, là, la DeLorean, t'en es où? Parce qu'on a vu, on voit l'évolution un petit peu, mais est-ce que c'est en décalé? Est-ce que tu gardes un petit peu pour toi l'évolution? C'est un petit peu en décalé. Ouais. C'est un petit peu en décalé. On a eu quand même de grosses difficultés cette année avec le Covid pour obtenir certaines pièces. La plupart des pièces viennent toutes de l'étranger sur cette voiture. C'est que des pièces qui sont réalisées sur mesure. Donc c'est un peu compliqué. Donc on a pris un peu de retard, mais là on est sur les phases finales et j'ai déjà fait les premiers essais avec la voiture. Ah ouais, génial. Elle roule du coup. Ouais, elle roule. Ouais. Elle roule en drift ou elle roule juste normal pour l'instant? Elle roule timidement en drift. Timidement. Parce que c'est pas un châssis prévu pour ça de base. Si, on va être sur un châssis qui est beaucoup plus performante que la Charger ou que n'importe quelle voiture de drift que vous pouvez voir en France. Parce que c'est un châssis qui a été fait sur mesure, c'est un châssis qui n'existe pas. Donc d'accord. C'est vraiment un prototype. Donc comme une voiture par exemple de Sébastien Loeb où voilà, dessous c'est des vraies préparations et du coup ça rend des performances beaucoup plus élevées, quoi. Ah ouais. Du coup, t'as des objectifs un peu en termes de puissance, de poids, tout ça? Pas tellement, non, pas tellement pour le moment. Le but c'est qu'elle roule, c'est qu'elle soit plus ou moins terminée niveau esthétique. Donc ça c'est le plus gros but. Et la puissance, on sait vers quoi on va tourner, mais pour le moment c'est pas l'objectif majeur. C'est de la fiabiliser, de la sortir et de la fiabiliser. D'accord. Et d'ailleurs, on va en venir au fait parce que bon, t'as teasé un retour au CFD, t'as menti à tout le monde, tu l'as dit dans le chat le jour de
de la. Je crois que c'était le jour où il déclarait les podiums. Où il déclarait les podiums, où tu as dit je serai là en 2020. Et on n'a pas vu ton nom sortir en 2021. On n'a pas vu ton nom sortir. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu as prévu pour 2021 pour nous, pour toi Alors j'aimerais pouvoir faire la saison complète, mais c'est pas possible parce qu'avec tous les événements que je fais dans les autres pays, je peux pas être présent sur toute la course. Donc ça c'est pas possible. Donc je serai présent oui sur certaines manches, mais pour le moment c'est encore on attend. D'accord, donc bien sûr tu nous diras pas quelle manche. Non, pas encore. D'accord, très bien. D'ailleurs, est-ce que t'as toujours regardé, tu gardes toujours un œil sur quand tu te déplaces et tout, puisque tu te déplaces quasiment en Europe pour tout ce que t'as. Est-ce que tu gardes un œil quand même sur sur le CFD et sur tout ce qui monte. D'accord. À chaque fois, je regarde les lives, les autres pilotes, comment ça évolue, les machines qui se développent de plus en plus. Donc pourquoi pas une prochaine voiture vraiment performance course quoi, pour aller chatouiller tout ça. Le problème d'aujourd'hui c'est que j'ai des voitures qui sont performantes mais que je peux pas tellement amener au combat quoi, parce que c'est des voitures où on peut pas les abîmer. Ouais, c'est ça, si tu casses, faut tout refaire sur mesure quoi, voilà. comme t'as dit. D'accord, et d'ailleurs en parlant de ça, on va venir au CFD et parler un peu de tes comparses. Je pense que cette année, tu as dû voir beaucoup de gens que tu connais dans des hauts niveaux. Comment tu vois le CFD, le niveau du CFD par rapport à la dernière fois où tu as concouru? Il augmente de plus en plus, les voitures maintenant sont vraiment folles. Moi, quand j'ai fait la première année en amateur, c'était vraiment des voitures amateurs. Donc moi, j'avais une 318 IS et je faisais des podiums avec une 318 IS. Donc à l'époque, c'était il n'y a que 4 ans, c'était déjà très bien. J'avais une des voitures les moins puissantes, les moins préparées. Mais aujourd'hui, même en amateur, ils ont des voitures aussi puissantes qu'on peut gagner en pro quoi avec. Ouais. Clairement. Enfin, voilà, quand on a vu la nouvelle voiture de Banesport qui va être en loisir, c'est déjà très compétitif, hein, clairement. Mais c'est d'origine, sauf que celle de Denis, il a pratiquement rien touché à ce que je crois dans sa voiture. Bah, c'est des voitures qui font déjà quand même 400 chevaux. 300-400 chevaux, donc ouais, donc il y a déjà de quoi faire. Hein, le niveau loisir l'année prochaine sera très élevé parce qu'il y a le retour de Michael Lahaye, il y a pas mal de gens, et aussi en élite et en pro. On a cette jeune garde là qui vient du côté de Lyon et tout, donc les frères Fourel, que je pense que tu dois bien connaître, tout ce qui est un peu affilié à Star Football, la slide, notamment avec Locatelli qui a une ascendance extraordinaire en quelques mois. Est-ce que tu as des petits favoris pour la saison 2021, vu qu'il va avoir pas mal de changements de voiture, donc forcément il y a des pilotes qui vont moins bien performer que d'autres. Après c'est une supposition. Est-ce que tu as des petits favoris ou des petits outsiders pour la saison 2021? Ouais, j'ai quand même un bon favori. J'aimerais bien que mon pote Axel prenne un titre. Ça serait dingue. À chaque fois qu'il rentre d'une course, il m'appelle, il me raconte sa course et tout, comment ça s'est passé. Donc j'aimerais vraiment qu'il prenne un titre de champion de France. Ouais, ça bah il est pas passé loin, donc moi je pense que ça. Loin, ouais. Il est passé à une manche, on va dire. Covid il tort pour lui. Ouais. Après pour revenir à ça, il nous a offert une très belle saison, des très beaux combats. Mais il a, sur les top 32, il les survolé. Et après, dans cette nouvelle garde, est-ce que t'as un petit que t'aimes bien, enfin que tu vois, quand je dis un petit, c'est un petit nouveau, bien sûr. Il y a un petit nouveau qui est pas si nouveau que ça, mais qui revient en force. Ouais. Et c'est une personne qui m'a beaucoup aidé pour débuter le drift et qui a eu confiance en moi dès le premier jour où j'ai débarqué sur une course, qui m'a pris un peu sous son aile et qui
qui m'a rendu énormément de services, c'est Jocelyn. Ouais, bien sûr, Janin. Ouais, donc Jocelyn Janin qui revient en compétition et qui a racheté la voiture. Voilà, avec une voiture très connue du CFD. Ouais, voilà. Donc du coup, j'espère qu'il va remettre un peu les pendules à l'heure et qu'on va le revoir dans sa plus grande forme. Je pense il y a pas mal d'anciens qui reviennent. Il y a comment dire, Michael Lay qui était il y a déjà là avant. Janin, il y a Esteban, il y a Mathieu Barré qui revient. Il y a beaucoup quand même on dirait qu'ils reviennent pile au bon moment, genre parce que cette année ça s'annonce quand même un peu fou entre les jeunes qui ont faim et des anciens qui reviennent et qui ont fait des grandes heures. Ça risque d'être un combat un peu intergénérationnel des fois. Donc ça va être plutôt excitant. Est-ce que t'as un objectif compétitif ou pas? C'est Nicolas qui nous pose la question. Hein? J'en ai aucun, non. Même le Drift Master? Ah, un objectif pour compétition, ouais. Ah si, j'aimerais bien être le premier français à rouler au Formula Drift. Ah ouais. Ah, ça serait... Bah, déjà, je crois que Benjamin Boulbès en parlait il y a quelques années, mais finalement, ça s'est pas trop fait. C'est un peu la pression parce que y en a bien qui va débarquer sans prévenir les autres en premier. J'y travaille dur. Ouais. J'y travaille, c'est un projet. Mais est-ce que ça sera cette année, l'année d'après, on ne sait pas. Mais, et forcément, tu conduiras une américaine. Je conduirai une américaine. Forcément. Ouais, ça serait vraiment beau. Déjà que je pense que tu as toujours des soutiens aux États-Unis, de part. Ah ouais. Je pense que tu es toujours en contact avec les pilotes du Formula qui ont fait Hyperdrive. Oui. Et bien sûr que je dis pas que tu es peut-être le mieux placé pour aller au Formula Drift, mais je pense que tu corresponds le plus au show du Formula Drift. Même si derrière on sait qu'il y aura une grosse voiture et qu'il ira pour la compétition. Et je crois que j'ai ma petite idée sur la voiture, ou pas. Mais je pense que... je serais curieux de savoir. Ah ouais? Ouais. Bah je sais pas, je sais que t'aimes bien les Chevrolet. T'as un feeling avec les Chevrolet, les C6, les C7. T'as un feeling avec... C'est des bonnes voitures, des bons châssis et ça roule bien au Formula Drift. Donc après je sais pas, après je m'avance peut-être un peu. Mais une Corvette serait vraiment bien. Une C7 ça serait top. Après je suis quand même assez pro Dodge et trouver une belle Dodge Challenger ça serait bien aussi quoi. Ouais, donc les nouveaux modèles, on parle bien des nouveaux modèles ou des anciens? Les nouveaux modèles. Ouais, les nouveaux. Ouais, il y avait déjà une Dodge Challenger qui était un peu mieux il y a quelques années. Samuel Hubinette, c'était un ancien drifter du Formula qui était pilote officiel Dodge et qui aujourd'hui fait les essais pour Dodge ou les publicités pour Dodge et pour bien d'autres encore. Et il roulait au Formula avec une Challenger. Ouais. D'ailleurs, on a vu... Vas-y, Damien, excuse-moi. Non, mais si t'as encore un truc sur le sujet, moi je vais changer de sujet. Non, ouais, je voulais parler du Formula. Est-ce que tu suis les autres championnats ou tu suis juste le Formula Drift en dehors? Je suis beaucoup surtout le Formula. Ouais. Après un petit peu tout ce qui se passe au Japon aussi quand même. Normal. Parce qu'ils ont des conduites qui m'impressionnent. Honnêtement, le Formula, ça m'impressionne un petit peu moins parce que le Formula aujourd'hui, si vous avez les moyens et que vous avez une caisse super puissante, que vous n'avez pas peur de casser, on peut faire quelque chose là-bas. Au Japon, ils ont des conduites qui sont très spéciales et ils sont au-dessus quand même du lot. Et moi j'ai pu découvrir un peu les pilotes japonais et leur conduite et elle m'impressionne énormément. Ouais, c'est vraiment une conduite agressive quoi. Voilà, ils savent rouler en fait avec pas beaucoup de chevaux, ce que savent pas faire forcément les Américains. Ils savent rouler sans frein à main. La plupart n'ont pas de frein à main. Par exemple, la Tsushi à Hyperdrive, il n'avait pas de frein à main. Et aujourd'hui, moi, on me donne une voiture sans frein à main, je ne sais pas faire quoi. Ouais, c'est deux écoles totalement différentes et on le voit. Deux écoles totalement différentes. Et Nicolas pourra en témoigner parce qu'on passait des nuits à voir le Day One sur Discord et on a vu vraiment ce que c'était le Day One. C'était notre première étape en direct. Et honnêtement, c'est total. Enfin,
tu peux pas comparer les deux championnats, c'est totalement deux identités différentes, deux écoles différentes. Même s'il y a des Japonais qui performent un peu au Formula Drift. Oui, quand même, ouais. C'est deux écoles différentes et on regarde pas la même chose quand on regarde les deux championnats. Je sais pas comment dire ça. Le Formula, ça porte bien son nom. Hein. C'est du Formula, c'est de la Formule 1. Hein. Aujourd'hui, il faut mettre pied dedans et puis avoir des caisses qui arrachent. Au Japon, ils ont toujours cette culture de tout biais et de conduite à l'ancienne. Ouais. Du coup, moi je voulais revenir. On a vu Axel François participer à la Drift Week, donc à la première édition. Est-ce que ça t'intéresse cet événement Drift Week? Est-ce que tu voudrais participer à des Ouais, complètement. prochaines éditions? C'est des choses qui sont vraiment folles. J'avais été proposé, j'aurais pu aller la faire aussi. Après, c'est compliqué. On revenait déjà du CMHO, donc après, c'est compliqué de repartir. Moi, à côté, j'ai quand même ma société, j'ai mon business ici, donc je peux pas trop m'absenter. Aujourd'hui, en plus, j'ai quand même un petit garçon, ma femme, donc voilà, c'est très dur d'allier le tout, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis toute l'organisation, avoir toute l'organisation là-bas, bon, même si maintenant tu as des contacts, mais c'est sûr que ça représente beaucoup de travail en plus, quoi. Ouais, beaucoup, ouais. D'ailleurs, comme je me demande si c'est pas dans tes projets aussi pas de vivre de ça, mais t'installer aux États-Unis. J'aimerais bien. On n'en parle pas tous les jours avec ma compagne, mais presque. Ouais, forcément. Après, j'adore là-bas. Après, c'est l'éternelle question. Les vacances là-bas, c'est bien, mais est-ce qu'ils vivent, ça sera, je ne sais pas quoi. Ici, j'ai mon business, j'ai ma famille, j'ai la France, on est quand même très très bien. Hein. Ouais. Les États-Unis, il y a certains trucs où je ne pourrais plus faire, quoi. Donc moi, l'hiver, je skie énormément. Ouais. Là-bas, ça n'existe plus. Donc, soit il faut aller au Canada ou rentrer ici. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses qu'il faudra mettre de côté si je pars, quoi. On sent que tu réfléchis beaucoup à la question quand même, puisque petit à petit, c'est pas tu veux t'installer là-bas, mais bon, si tu veux aller au bout de tes objectifs dans le drift, je pense que tu seras sûrement, t'auras un choix à faire de si on veut vraiment vivre de la voiture, en France, ça reste très compliqué et je pense que même les prochaines années, c'est quasiment impossible en France de vivre vraiment pur de la voiture. Ouais. Aux États-Unis, on en vit très très facilement, les sponsors viennent beaucoup plus vite, donc c'est beaucoup plus facile. Parce que c'est une culture, ils respirent la voiture, donc le sport automobile est pratiquement le sport numéro 1 aux États-Unis. Hein. Avec tout ce qu'il y a, toutes les déclinaisons qu'il y a aux États-Unis, aussi impressionnantes qu'elles soient, la NASCAR, l'IndyCar, le dragster. Le NASCAR, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le sport numéro 2 aux États-Unis. Hein. Donc nous, on regarde un match de foot, eux, ils regardent du NASCAR. Ou un match de football américain. Voilà. Par rapport à ça, donc dans le chat, on posait encore la question. Le drift ne te fait pas vivre? Tu as ton business à côté? Il ne me fait pas vivre. Le drift ne me fait pas vivre. Aujourd'hui, on va dire que le drift me coûte rien. Donc mes voitures me coûtent rien, tout ce qui va être déplacement, sponsor et tout, donc ça me coûte rien. Par contre, vivre, quand on appelle vivre du drift, il y en a beaucoup qui disent oui, je vis du drift. Pour moi, vivre du drift, vivre d'un sport, ça veut dire que ça remplit mon frigo et ça veut dire que ça paye la nounou de mon petit. Donc non, vivre du drift, j'en vis pas. D'accord, très bien. Bah, ça répond clairement à la question parce que souvent, nous, la question, quand on parle à notre entourage de nous ce qu'on fait, vu qu'on est une jeune association et tout, ils nous demandent souvent, mais est-ce qu'ils en vivent? Bah non, pas du tout. En fait, je pense qu'il y a quasiment aucun en France qui en vit, ou très peu. Il n'y a aucun pilote qui vit de ça. Il y a zéro pilote, zéro. Aujourd'hui, celui qui arrive à
se démerder quand même, c'est Axel François. Mais Axel François a quand même son activité à côté d'école de drift Ouais. qui lui prend un temps de folie. Mhm. Il y bosse tous les week-ends, toute la semaine aussi pour organiser, trouver des nouveaux circuits. Toutes les inscriptions et tout, ça prend un temps de folie. C'est pas les gars, ils arrivent le dimanche matin à 7h et puis pump it up. Derrière, il y a une sacrée organisation. Donc même lui aujourd'hui ne vit pas du drift, quoi. Ouais, donc il y en a aucun exactement en France parce qu'on se pose souvent la question parce que on voit souvent les mêmes têtes d'affiche, enfin les étendards du drift en France. Il y a toi, il y a Axel François, il y a Jérémy Mérires, Ouais. il y a Benjamin Boulbès également. Mais on sait tous qu'ils n'en vivent pas plus. Tous un métier à côté. De l'extérieur, on pourrait croire que oui, puisque nous, mais petit à petit, quand on est rentré dans le truc, personne n'en vit aujourd'hui et c'est de la pure passion. Voilà, c'est comme nous exactement, on a des métiers à côté, bon, en ce moment, plus ou moins, puisque on fait une petite parenthèse Covid. Moi, je suis dans la restauration, donc j'ai plus de métier depuis un petit moment déjà, donc ce qui nous permet de nous concentrer. Et Nicolas également. Donc en dehors de ça, on fait vraiment ça par passion et je pense que c'est un côté qu'on gardera dans le drift en France et qui rend la chose encore plus belle. Si on regarde le drift chez nos voisins anglais, irlandais, aujourd'hui, il y a quoi? Il y a James Dean qui peut vivre de ça, mais bon, quand on voit le bonhomme, je pense qu'on peut comprendre pourquoi. Le gagnant de la Formula Drift, quadruple gagnant des Drift Masters, tout ça. Bon, et puis je crois son frère tient une société aussi à côté, donc en fait, aucun pilote ne vit vraiment du drift. Mais souvent ils ont leur société à côté. Ils font des choses en parallèle. Sur Qui les même sponsorisent. Formula Drift, on va dire que réellement, ceux qui vivent vraiment du drift, il n'y a que les 20 premiers. Ouais, et encore. Il y a quand même quasiment 70 pilotes. Donc on parle du Formula Drift, hein, donc c'est très difficile. Après, plus les années passent et les choses changent, le drift il y a 5 ans, c'était pas le drift d'aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Le drift dans 5 ans, ça sera à une autre dimension encore. Même on avait eu cette conversation avec les frères Fourel qui sont cette nouvelle génération. Un peu, bon, ils sont bercés dedans depuis tout petit parce que leur père faisait déjà du rallye et tout un peu. Mais ils nous disaient qu'aujourd'hui, la jeune génération, ils savent qui c'est James Dean grâce aux vidéos, etc. Et par exemple, maintenant, aujourd'hui, quand tu connais un peu le drift, Ken Block, c'est un même à lui tout seul. Désolé de dire ça comme ça, mais en dehors, il a fait beaucoup pour la glisse et pour etc. Mais ils savent. Ken Block est aimé ou pas aimé, mais aujourd'hui, Ken Block, n'importe qui, une personne lambda qui n'est pas dans le monde automobile, c'est qui c'est quasiment Ken Block. Ouais. Donc, il a passé les frontières du drift, il a passé les frontières de l'automobile, et aujourd'hui, n'importe qui quasiment connaît Ken Block, quoi. Donc, c'est quand même extraordinaire, quoi, de passer ces frontières. Et je le comprends. C'est l'un des premiers qui a réussi à amener ce fait de faire du show avec les sponsors, enfin présenter autre chose que juste des compilations de rallye ou des trucs comme ça, c'est de faire montrer son talent en dehors des spéciales de rallye, parce qu'à la base c'est là qu'il vient, il me semble. Et il est venu faire du Gymkhana en faisant avec des obstacles et tout, montrer une facette en fait. Mais Ken Block de base, je crois il était ancien copropriétaire de la marque DC, si je dis pas de bêtises. C'est plus ou moins sa marque. Ouais. C'est plus ou moins sa marque. Je sais pas s'il avait vendu ses parts pour après se concentrer plus sur ses trucs à côté. Il a différents business maintenant. Au-delà de la voiture, il a différents business. Ouais. Mais après, quand on voit qu'il a pas oublié justement les gens du drift et quand il voit que tous les gens qu'ils ont invités au Gymkhana, nous ça nous fait plaisir parce que ça relie un peu tout. Il aurait pu garder ça pour lui et tout. Et en invitant des gars comme Travis Pastrana qui touche un peu aussi, ou des gens comme ça, il a pas hésité à envoyer, enfin à donner de la force comme on dit aujourd'hui, à des gens comme toi, à des gens qui sont mondialement connus. Il y avait des gens plus ou moins, il y avait des gros noms quand même au Gymkhana si je me rappelle pas. Oui, des gros noms. Après on connaît pas tout le monde forcément en France, mais il y avait des gros pilotes russes en Russie. Le drift c'est aussi une grosse religion là-bas. On n'en entend pas du tout parler. Mais en Russie, il y a énormément de choses qui se passent quand même. Et ils ont des très très gros pilotes là-bas qu'on ne voit pas forcément ailleurs, qui sortent pas beaucoup de leur pays, mais ils ont des très très gros pilotes.
Et on les retrouvait au Gymkhana et ils sont impressionnants. Pour revenir aux Russie, moi c'est un des championnats que j'ai découvert grâce à Nicolas et à Damien parce que moi je connais le drift que depuis janvier 2020, donc c'est tout jeune. Et ils m'ont dit regarde la RDS, bah je suis devenu accro à ça quoi. Vraiment Ouais. c'est incroyable, c'est encore une autre identité. C'est une Comme autre encore identité. Eux, ils ont des caisses, ils sortent des caisses d'extraterrestres. et ils ont Là, pas ils peur viennent de de les jeter sortir aussi. une Supra en Kevlar, complet Kevlar, qui fait 1200 chevaux. Développe. Ils rigolent pas du tout, quoi. C'est des voitures à 300 000 400 000. Et là, ils sont en train de franchir aussi d'autres barrières, quoi. Ouais, ça Mm. commence à. Parce qu'en Europe, on a. Enfin, en Europe, je mets la Russie dedans. Mais en Europe, on a des championnats qui s'en sortent bien. On a, en dehors du Drift Master, on a quand même le championnat irlandais et british qui s'en sortent plutôt bien, avec des gros noms aussi, comme les frères Shanahan Ouais. et tout. Mais le championnat russe et là, le championnat polonais, je commence à en entendre parler. Vu qu'il y a Anthony Rocci qui a été faire un tour et qui nous a raconté une petite anecdote d'ailleurs sur son. Tu t'en souviens, je crois, Ouais, Damien? bah allez, pour ceux qui veulent savoir, allez voir la rediffusion du Voilà. live. En gros, il disait que c'était pas du tout la même ambiance dans le paddock que chez nous. En gros, c'est pas là-bas ils bâchent Non, les non. voitures, ils repartent avec le même soir parce qu'il y a beaucoup de compétitivité, etc. Ouais, ouais. Et c'est un championnat super intéressant à voir aussi parce qu'il y a ce petit côté russe aussi qui fait le truc. Euh, après pour revenir à ce que je disais, le drift est en train d'évoluer. Après, en France, on nous met un peu des bâtons dans les roues. Je voulais pas en venir, mais bon, je pense qu'on a tous un petit coup de gueule en ce moment pour ce qui se passe à Albi. D'ailleurs, est-ce que toi déjà tu as eu des mauvais retours de certains sponsors que tu as approchés ou des trucs dans le genre par rapport à ce que tu fais Moi, j'ai pas de mauvais retour parce que mes sponsors sont tous dans le milieu automobile, donc Mhm. ils veulent tous s'en sortir comme nous. On est tous sur le même bateau. Mais pour le moment, j'essaye de donner une autre vision un petit peu du drift. Au-delà des frontières, de l'illégalité voilà, les tours de rond-point et tout, aujourd'hui, c'est plus ça le drift, quoi. C'est vraiment un sport qui est reconnu. Aujourd'hui, quand j'en parle à des gens qui ne sont pas du tout dans le monde de l'automobile, ils savent ce que c'est le drift. Et ça devient déjà une grosse victoire de savoir, ah oui, ils savent ce que c'est le drift. Et pas forcément le drift, les tours de rond-point. Donc si on essaye aux gens de leur inculper de plus en plus ça et de leur donner une bonne image, voilà, aujourd'hui c'est un peu ce que j'essaye de faire et de faire évoluer dans ce domaine-là, quoi. Mhm. Et du coup, tu nous as parlé que tu voudrais peut-être être là à certaines manches du championnat de France de drift, mais du coup, tu prévois d'autres choses à côté? Tu nous as parlé un peu de Goodwood, des trucs comme ça? Ouais, donc cette année, je devais déjà y participer l'année dernière, mais il a été annulé. L'année prochaine, je dois participer au Goodwood. Oh, Donc super. on présente la DeLorean avec la DeLorean. Donc Ah ouais, en plus, ça va être dingue, ouais. super. On doit présenter aussi la DeLorean. On doit monter en Irlande chez DeLorean Company pour présenter la DeLorean. Super. Donc ça aussi, ça va être un très très beau voyage. J'ai été invité en Hongrie pour faire le championnat hongrois. Ouf. Donc voilà, Oui. La scène hongroise est en train de monter parce que juste par rapport je reviens au drifting qui a annoncé 2 dates en Hongrie. ouais. Donc je pense que c'est pas par hasard. Je pense qu'on va entendre parler de cette scène un peu plus tard. Bah, Euh, dans les pays de l'Est, il y a le public, il y en a énormément. Souvent, c'est du drift sur les routes, donc ils font des circuits dans les villes et tout. Donc cette ambiance-là, elle est assez dingue, quoi. et après Moi, je d'autres. suis Hmm. pas trop circuit, je viens quand même de la street, donc du coup, je préfère rouler dans cette ambiance-là, quoi. Super. Et après t'as d'autres projets encore parce que on t'a coupé, mais peut-être qu'après la Après, il va y Hongrie. avoir Volrace, bien Ouais, sûr. Donc maintenant, je suis devenu au pilote officiel Volrace. super. Ah ouais. Il y aura Volrace. Cette année, on va pas aller aux États-Unis. On devait y aller, mais on va pas y aller.
parce que ça va être encore très compliqué quand même avec le Covid. On attend encore quand même toutes les dates un petit peu. C'est encore assez flou toutes les dates, même pour cette année. Donc voilà, on attend la date du Gymkhana Grid aussi, où à chaque fois c'est caché. Et puis voilà, la saison va quand même vite passer. Ça On va, attend aussi les salons automobiles de Paris ou de Lyon. Donc ça c'est pareil, où on fait des shows. Donc ça prend déjà beaucoup de week-ends. ouais, ça reste. Ouais, bah, Vas-y, Damien, excuse-moi. le calendrier est bien rempli, hein, c'est super. Bah, en fait, le calendrier cette année, l'année dernière, était déjà bien rempli pour n'importe quel événement de drift. Notamment Drift and Fun qui avait proposé 60 dates l'année dernière, avant le Covid. Et est-ce que, comment dire ça, est-ce que déjà, toi, ton année 2020 a été plutôt bonne quand même, ou le Covid t'a quand même gâché un peu ce plaisir Non, le Covid a énormément freiné beaucoup de choses parce que déjà la voiture, on devait la sortir plus rapidement. On devait participer au Good Wood déjà l'année dernière, donc ça a déjà été annulé. On devait peut-être participer au Gatteville aussi, donc Ouais. ça a été annulé. Le Gymkhana aussi a été annulé, donc ça fait un peu bizarre de voilà. Après, ça permet de faire une saison un peu plus calme, de travailler sur les voitures Et puis de profiter de sa petite famille. exactement. Très bien. C'est important, faut pas l'oublier. Damien, si tu Non, bah, n'hésitez pas à poser vos questions. Je pense qu'on a fait un peu un peu le tour. tour. Moi, il y a un dernier truc que j'adore encore une fois. On a interviewé tout le monde et tout le monde a quelqu'un soit de sa famille, soit sa femme qui est derrière. On parle notamment d'Axel François et sa femme qui est sûrement son plus grand soutien, etc. Il le dit à chaque fois. Toi, c'est pareil, on l'a bien vu dans Hyperdrive. Et comment au quotidien, est-ce que tu l'avais déjà rencontré avant le drift ou Oui, bien avant, et elle t'a suivi dedans depuis le début jusqu'à la fin. Ouais. C'est incroyable. Moi, je trouve ça incroyable parce que. C'est important, c'est obligatoire, autrement on pourrait pas y arriver. C'est impossible, ça nous prend un temps de fou, donc c'est pas que du temps sur les circuits, c'est aussi à la maison, au quotidien, avec les recherches de sponsors en continuité, le travail qu'il y a sur les voitures, parce qu'on n'arrive pas sur une course ou sur une journée comme ça, c'est du travail de la semaine. Essayer de faire évoluer toute la communication aussi, c'est un temps de fou. Donc tout ça prend du temps, et si on n'a pas un entourage qui nous soutient, c'est pas possible. Alors, il y a une question là de Nicolas qui dit qu'il avait vu un article qui disait que tu étais un pilote officiel Netflix. Est-ce que c'est juste par rapport à Hyperdrive, ou est-ce que tu as encore des contacts chez Netflix qui te permettent de participer à d'autres, peut-être en tant que... Aujourd'hui, j'ai encore des contacts avec eux pour d'autres choses. Ah Ok. Mais ça j'ai vraiment l'impression que sur les télé-réalités, enfin, on peut pas appeler ça une télé-réalité, je sais pas si on peut vraiment appeler ça une télé-réalité chez Hyperdrive. Un petit peu, c'est un Netflix a un suivi, suit beaucoup après les candidats, qu'ils soient petits ou pas. Il suit beaucoup leurs candidats dans n'importe quelle émission qu'ils font. Et c'est un plus pour eux. Donc après, je sais pas si c'est pour du professionnel ou juste voir comment tu vas, ou est-ce qu'ils vont faire un prêt. Par exemple, avec une émission, ils avaient fait Last Chance You, qui est une émission sur le football américain en université. Ils ont fait un après, un an après, etc. Je sais pas s'ils vont le faire pour Hyperdrive, ça serait plutôt marrant d'ailleurs de faire ça aussi. Après, je crois que j'avais entendu parler qu'il y avait une saison 2 dans les projets, mais avec le Covid, ça s'est pas fait. Voilà, exactement, ouais. Avec, je sais pas s'il y avait des nouveaux pilotes, je sais pas si tu peux en parler ou pas, si toi t'as eu des trucs. Non, on peut pas là-dessus, on a Des clauses. des contrats où on peut vraiment pas en parler, mais normalement une saison 2 est prévue. Ok. Bah ça serait super cool. D'ailleurs, je vous invite à voir Hyperdrive pour ceux qui l'ont pas vu. La saison 1, ouais. Moi, ma soeur, elle regarde ce live ce soir parce qu'elle te connaît par Hyperdrive. Elle regarde pas du tout le drift, et c'est elle qui m'a dit de regarder Hyperdrive et tout.
Et Axel François, pareil. Euh, par ailleurs, pour revenir à Netflix, comment, comment dire, je cherche ma question. Si Damien, si t'as un truc en attendant, je vais retrouver. Par rapport à Netflix, quelle vision t'as aujourd'hui, vu que t'as vu les coulisses, quand tu regardes une émission aujourd'hui, et en général, est-ce que tu t'as une autre Est-ce vision? que t'arrives à te mettre Ouais, dedans t'as ou une ouais, autre est-ce que vision. tu restes dedans ou est-ce que Ça m'a t'arrêtes pas de vraiment penser? changé la vision de tout ce qu'on peut voir sur toutes les téléréalités, autant françaises que Netflix qu'américaines. Ouais. Voilà, on voit, c'est vraiment de la télé-réalité, quoi. Même aujourd'hui, j'arrive même plus à savoir quoi penser parce que même je regarde pas du tout moi ces trucs-là, hein, mais les trucs marseillais ou Ouais, ouais, ouais. toutes les princes, les machins, tout ce qu'on peut voir sur W9 C'est tourné au montage ou. c'est que du montage. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les gens sont payés pour jouer les comédiens et voilà quoi. Donc j'arrive plus à savoir maintenant ce qu'il faut croire, ce qu'il faut pas croire, D'ailleurs, par rapport à ça, t'avais peut-être une clause de confidentialité par rapport aux coulisses de l'Hyperdrive où t'as participé. Pourtant, Bah, tant t'as. que c'était pas sorti, on Ouais, pouvait rien mais après, tu parler. pouvais parler de la vérité, notamment sur ce qui s'est passé avec Omar, le cas d'Omar, qui m'a beaucoup marqué, moi, parce que moi, je me disais, mais c'est un connard de faire ça, enfin. Alors qu'en fait, ils l'ont monté totalement différemment, et c'est vous qui êtes derrière l'idée de cette portière. Alors au début, on n'avait pas le droit, les premiers mois de la sortie, on n'avait rien le droit de dire. Donc Ouais. c'était complètement interdit. Après, on a eu une deadline où là, on pouvait dire certaines choses. Après, on peut pas tout dire non plus, mais on pouvait en dire. Après, il y avait certains points où moi, je voulais vraiment, vraiment soulever parce qu'un gars comme Omar, moi, j'ai passé un mois avec lui formidable. Et moi, quand j'ai vu en fait ce qu'ils en ont fait sur Netflix, j'ai été très très surpris parce que ça correspond pas Du à tout la au vie personnage. c'est une personne, oui, qui a beaucoup de sous, mais qui savait en faire profiter à ses amis et qui était loin d'être radin. Donc c'est une personne qui a vraiment le cœur sur la main et ils en ont fait toute une autre personne, quoi. Après, avec le casting des Français ils ont pris quand même toi et Axel François, ils étaient pas dans la merde. Parce que Non, vous avez deux caractères bien trempés. Et ce que vous avez retranscrit, donc toi, c'est vraiment toi, hein, tel que tu l'es au quotidien. Parce que tu l'as exactement. imposé. Mais Axel François, c'est pareil. C'est exactement lui. Ouais, Je ouais, trouve, enfin, pour l'avoir interviewé, déjà, c'est un mec qui a beaucoup d'énergie, etc. Et puis, ça a pas changé sa personnalité. Surtout, c'est marrant parce que après les autres pilotes, je sais pas s'ils ont pas trop dénaturé leur il y en a qui ont un peu dénaturé depuis Netflix, il y en a qui ont été complètement dénaturés. Donc ouais. même aujourd'hui, on a un petit peu moins de contact parce que voilà, ils sont partis dans d'autres délires, quoi. Mais moi, voilà, je n'oublie pas d'où je viens. Je suis un passionné comme plein d'autres. J'ai eu un peu plus de chance d'y arriver. Mais voilà, on est tous passionnés. Donc aujourd'hui, on partage tous la même chose, quoi. Mhm. Et du coup, il y avait beaucoup d'écart entre le tournage et la sortie du truc. Ah non, Un an quand même, ouais. ouais. C'est ce qu'ils font à peu près en général. En tout cas, c'est une série je pense, qui a profité au succès de pas mal de monde et du drift en général, puisque en fait, il y avait différents pilotes de différentes catégories, enfin chacun de leur style. C'est bizarre, en finale, il y avait que des drifters pratiquement, voire que des drifters. C'est ça, en fait, il y avait quoi, une Lamborghini, je crois. C'est vrai que c'était. Ils ont essayé de faire un peu tout type de route, mais il y avait beaucoup de drifters, quoi. C'est Au ça qui était début, marrant. je pense qu'ils ont essayé de faire une course, mais ils n'étaient pas assez calés Netflix sur le monde automobile, en fait. Donc au début, ils ont voulu faire une course où on nous l'avait vraiment présenté comme ça quand on y allait, où il y allait avoir autant du drag que du drift, que de la vitesse ou du technique, ou voire même Ouais. du rallye. Et,
Et il s'avère qu'ils ont peut-être pas su à 100% respecter ça. Normalement, concrètement, il aurait fallu avoir une manche de drag où, par exemple, on peut voilà, faire des départs arrêtés. Ça aurait été voilà, faire un mix un peu plus. Là, c'était quand même tourné très Gymkhana. Hein. Oui, oui, oui. Voilà. Bah, c'était très Ouais. proche du drift. Honnêtement, c'était très proche du drift. Comme Marc Rios, c'est une voiture qui fait que du 400 mètres. C'était quasiment impossible de rouler, de faire quoi que ce soit là-bas, quoi. Sa voiture faisait 3000 chevaux, il peut même pas. Et il a pas fait Fastest Car? Non, il l'a pas fait, non. Il aurait Mais pu ça le aurait faire. été plus approprié. Ouais, grave. Grave. Surtout que Fastest Car aussi, c'est pareil. Ils ont voulu donner au début une image du garçon qui a gagné la première saison, du photographe qui a la Lamborghini. En fait, c'est un prêt. Et au début, ils voulaient. En gros, ils disaient tous que c'était un profiteur. Et en fait, à la fin, Netflix a mis quand même un truc pour rappeler la vérité, qui vient de loin, etc. Mais après, pour revenir à ce que c'était, c'est vrai que c'était très porté sur le drift quand même. Les épreuves, je trouve. Ouais. Après, il y avait la bascule qui était intéressante. Je trouvais que c'était un des obstacles les plus intéressants. Où tu as eu un petit problème de traduction parce qu'on a une question pour toi. Est-ce que tu as progressé en anglais depuis? Non, pratiquement pas. On a. S'il y a quelqu'un qui a une technique, même s'il faut payer très cher pour que je puisse parler anglais du jour au lendemain, je peux payer très très cher. Faut regarder des vidéos, il n'y a pas de secret, faut regarder des vidéos, des séries. Après, j'ai voulu m'y pencher. Bon, à force maintenant de rouler à l'étranger et de côtoyer des étrangers, j'ai quand même un anglais qui commence à. Ouais, tu le comprends mieux peut-être. Évoluer. Après, j'ai énormément de chance. Ma compagne, elle est bilingue, totalement bilingue. Donc, c'est elle qui m'aide à voir les conférences aux États-Unis, à voir les sponsors aux États-Unis ou autre chose. Donc ça, j'ai beaucoup de chance. Après, j'arrive pas à me. J'aimerais beaucoup parler anglais, mais j'arrive pas à me mettre dedans. On a d'autres questions ensuite. Quand est-ce que tu reviendras au circuit Paul Ricard? Pour le moment, je sais pas. Là, il n'y a plus de courses qui sont là-bas, donc ça sera plus que les événements d'Axel. Donc, on attend un petit peu ces événements et les dates sur cette année, mais peut-être que cette année, on reviendra. Et on a un dernier message. Du coup, tu es plutôt France ou USA? Parce que bon. Plutôt USA quand même. Quand même, ouais. Et d'ailleurs, toujours pas de contact avec McDo ou Dr Pepper? On y travaille, j'essaye. Putain, ça serait incroyable ça quand même. J'envoie des mails qui partent dans l'espace, mais. mais pour revenir à ce que je disais, est-ce que pré-Hyperdrive, vu que tu as fait beaucoup de choses, tu as beaucoup voyagé, rencontré beaucoup de monde, quelle est la rencontre qui t'a le plus marqué? Est-ce que après Hyperdrive, l'après Hyperdrive, parce que après t'as voyagé, etc. Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a... Il y en a eu quand même beaucoup à chaque fois. J'ai eu plusieurs rencontres. Après, j'ai quand même eu une rencontre assez folle, on va dire au Gymkhana. C'est la rencontre de Daigo. Donc, Ouais. j'ai pu vraiment parler avec Daigo et échanger avec lui. Donc ça, c'est Daigo, je le mets bien au-dessus de Ken Block. Oui, bien sûr. C'est Ken Block, mais Daigo, c'est quand même une sacrée personne. Et puis c'est un japonais, donc ça a tendance à être un peu plus. Enfin, c'est pas possible de les rencontrer. C'est une autre contrée, c'est autre chose, quoi. Et là, Daigo, pour la petite anecdote, au Gymkhana, donc nous on est parti du stand et on est revenu au stand, nos stands sont fermés et là ma copine elle sort et elle me dit il y a un japonais qui est sous la voiture, donc elle connaît assez Sous la voiture Daigo, et elle me dit qu'il est sous la voiture, mais je sais pas quoi dire, je sais pas quoi lui dire, normalement les stands sont fermés, on va le voir, quoi. Donc on y allait et puis bah là c'était Daigo, donc ça fait un peu bizarre de le voir sortir de sous votre voiture et en fait il
il admirait le travail qu'on a fait et il m'a félicité pour la voiture et il m'a dit que c'était la voiture la plus folle qu'il ait jamais vue. C'est pour le incroyable. quoi. C'est incroyable Ah, quand c'est même. énorme. Non, de lui, ouais, c'est énorme, vu toutes les préparations qu'il fait là pour les différents championnats. Et Ouais, d'ailleurs, ouais, et lui, il est nos limites en préparation, donc quand il vous dit que ça c'est une belle voiture, une de ses préférées, ça fait plaisir quoi. Et aujourd'hui, il m'envoie des messages et tout encore, donc super. non, c'est T'as eu incroyable. des invitations au Japon ou pas? Pas encore, non. Pas encore. On en a eu une ici Ouais. pour le salon de Tokyo en fait, pour présenter la DeLorean. Ah, cool. Oui, donc en fait, ton projet de la DeLorean a été très suivi, quoi. C'est Oui, vraiment. il est très, très suivi. On a des Japonais qui suivent le projet et normalement, on ne sait pas encore, ça sera pas cette année, mais peut-être l'année prochaine. D'ailleurs, il avec va tous, partir au salon de Tokyo. avec tous ces projets, il y en a un, pas à qui ça a profité, mais bon, c'est mérité parce qu'il travaille énormément. C'est la personne qui charge de Blood Motorsport, qui aujourd'hui, bon, part aux États-Unis. On ne sait pas pourquoi, moi j'ai pas posé la question, j'ai jamais eu la chance de le rencontrer encore, même si on a eu Anthony Rocci qui est très proche, et toi aussi tu es très proche de lui, on parle souvent avec Michael Lahaye, d'ailleurs qu'on passe le salut aussi. Qu'est-ce que ça a apporté à Blood Motorsport, cette vision aussi que, comment dire, bah tu portais l'autocollant en gros et c'est ton premier partenaire, donc Pour lui, ça lui a apporté énormément parce que aujourd'hui, il a une référence dans le monde entier. Aujourd'hui, l'année dernière, il est allé au SEMA Show. Il disait juste, c'est moi qui ai fabriqué la Dodge Charger qu'il y a dans Netflix. Donc aujourd'hui, ça lui a apporté une énorme notoriété. Et puis même en France, avant qu'il parte, les gens avaient confiance en lui. Ils savaient qu'il pouvait sortir un bon produit, que ça marchait tout de suite. Et il l'a prouvé avec une Dodge qui n'est pas faite du tout pour ça. Il a pu créer une voiture de drift performante. Donc les gens avaient confiance en lui maintenant. et du coup il s'installe et il continue Blood Motorsport là-bas ou il va faire autre chose? Il continue là-bas, ouais. D'accord, Ouais. ok. Donc Et voilà, il voulait, lui aussi rêve des États-Unis, il adore les États-Unis. Et le business autour du monde automobile est bien mieux aux États-Unis qu'en France, quoi. Donc il va essayer de se lancer là-bas. donc on serait pas étonné de voir sur des voitures de tête de Formula Drift dans quelques années voir l'autocollant Blood Motorsport. Exactement. D'accord. Donc il est peut-être même en contact déjà avec des pilotes. Il est déjà en contact avec des pilotes. Ça serait vachement cool et c'est une sacrée belle histoire et j'espère qu'on l'aura aussi en live ou en interview pour lui en parler parce que ça nous intéresse. Ouais, En fait, faudra lui demander. Et nous, il fabrique déjà une voiture il va fabriquer déjà une voiture de drift pour un ami à moi là-bas aux États-Unis. Donc du coup, il a un premier client qui est français et qui lui fait une voiture aux États-Unis qu'on va ramener ensuite ici. Ouais, génial. Super. En tout cas, nous aussi, on veut pas, on interviewe que des pilotes pour l'instant, mais on aimerait bien avoir d'autres. On aimerait bien avoir Starfobar, des gens de Extreme Drift, Drift and Fun, la Slide. Ça nous intéresse tout ça, donc dans les prochains lives, on aura des gens comme ça. On aura peut-être un peu moins de monde sûrement, mais ils sont tout aussi intéressants parce que quand on voit le travail de Blood Motorsport qui a fait toutes les roll cages du CFD, notamment, mais. Il y a plus de la moitié des voitures qui sont passées chez lui. Hein. Bah, on a nos collègues. Grosse préparation, mais, on a nos collègues des FRG, il y a plein de monde qui ont été chez Blood Motorsport. D'ailleurs, on ne sait pas où ils vont aller l'année prochaine s'ils ont d'autres voitures à faire. Mais en tout cas, on le salue et merci pour le travail qu'il a fait en France notamment parce que je pense qu'il y aurait beaucoup de pilotes qui n'auraient pas eu d'autant de bonne sécurité. En France, ouais. Et en restant lui-même et à son niveau, et c'est ça qui est incroyable. Donc on le remerciera un de ces jours. Si on l'a en face, on le remerciera. Je crois qu'on va finir avec les questions. Si vous avez des questions, c'est le moment. On a quelqu'un qui a dit vivant la présentation de la DeLorean au Cocos Dinners. Ça me tarde. Donc je pense que tu vas... Le Cocos Dinner, c'est un de tes sponsors, c'est ça? C'est un restaurant? C'est un de mes sponsors, ouais. Donc c'est un restaurant américain qui est à 10 minutes de chez moi, donc à Lyon. Et j'organise en fait, donc là, bon, avec le Covid, il n'y a plus, on attend les nouvelles dates, mais tous les premiers vendredis de chaque mois,
Donc le premier vendredi, c'est le soir, on organise un rassemblement américain avec ma compagne. Donc voilà, toutes les voitures américaines sont les bienvenues, tous les spectateurs sont les bienvenus. Et après, bah, tout le monde mange au resto, barbecue, Ah, c'est hamburger, super bien. bière à la Ah, génial. cool. Et C'est où, à Lyon? mais c'est Albigny sur Neuville-sur-Saône exactement. Par rapport à, Dans le- Caluire et Cuire, c'est où? C'est à 10 minutes. D'accord, parce qu'en fait, bon, C'est au je vais, nord de Lyon. je vais raconter ma vie, mais ma soeur habite à Lyon et j'ai que Caluire et Cuire pour me repérer. Et notamment, À 10 minutes. donc voilà, donc ça à 10 minutes, bah, je le saurai pour la prochaine fois. Pour la prochaine fois. Bon, Ouais. bah en tout cas, si vous voulez poser des questions, c'est maintenant. Si t'as quelque chose à dire, Alexandre, aux personnes qui nous regardent, ou Ta promo un peu. si tu veux faire ta promo, mais t'as plus vraiment besoin. remercier parce que je peux jamais, je le fais souvent, mais je peux jamais assez remercier toutes ces personnes parce que c'est surtout grâce à, bah voilà, à toutes les personnes qui me suivent et les personnes comme vous aussi qui m'interviewent. Mais toutes les personnes, on a des personnes qui sont là depuis le début de la création de la voiture, depuis le début où je suis là et qui nous suivent. Et c'est grâce à toutes ces personnes aussi que je peux en arriver là, que je peux faire des rêves de Ghost possibles, les rendre possibles, et puis faire évoluer bah voilà, tous ces projets. Parce que si j'aurais pas toutes les personnes qui aiment mes projets, qui likent, qui partagent, voilà, qui diffusent bah, toutes mes vidéos et tout, bah voilà, les frontières seraient vite fermées et je pourrais pas faire tout ça. Donc vraiment un énorme merci. Je pourrais jamais remercier assez bah, toute la confiance que vous m'apportez. J'ai quand même représenté la France et c'est quand même pas rien parce qu'en France on doit être plus de 1000 drifters, voire 2000, 3000, j'en sais rien combien des drifters. Et j'ai fait partie des deux seuls qu'on a choisis pour représenter la France, donc c'est quand même pas rien. Donc vraiment un énorme merci bah, de croire au projet, d'être patient à chaque fois sur nos nouveaux projets, ou comme une année comme le Covid où bah, voilà, on fait beaucoup moins de choses, bah, les gens restent toujours d'actualité, essayent toujours de s'intéresser à nous. Donc voilà, vraiment un énorme merci à toutes ces personnes qui nous suivent. Et puis je peux pas toujours répondre aux messages parce que j'en reçois énormément. Donc j'essaye bah, voilà, d'en prendre des fois deux trois en travers et je réponds. Donc je suis désolé, j'ai déjà entendu dire que Alexandre snob et tout. Non, ce qu'il faut savoir c'est que aujourd'hui j'ai quasiment 100 000 personnes qui me suivent, qui sont abonnés à mes pages. Et je reçois voilà, des messages tous les jours. Donc à côté, comme j'ai une vie de famille, j'ai un travail et tout, voilà, je suis pas sur mon ordinateur, mon téléphone toute la journée, donc c'est très difficile de répondre à tout le monde, mais j'essaye d'être présent au maximum. Merci à toi en tout cas de nous avoir reçus très vite parce qu'on s'est contacté en début de semaine, je crois, début de semaine dernière ou il y a quelques Ah semaines. ouais. Tu nous as tout de suite répondu et puis tu savais qui on était, donc merci à toi en tout cas. On va finir. Bah déjà, il y a Dany Photographie qui nous dit c'est un vrai plaisir de réaliser les photos. Merci à toi pour ta confiance aussi. Merci à lui. Hein. Kevin Cresson qui dit que il sera toujours là, etc. Et on va finir avec la parole de notre troisième fanfaron. Donc on est en fait dans Drift Actu aujourd'hui, on est trois. On est moi, Marco, Damien et Nicolas qui était dans le chat, qui a beaucoup répondu à des questions. Et qui nous a dit en tout cas tu es une personne vraiment incroyable alors que tu pourrais avoir un melon avec ton passage Netflix. C'est un vrai plaisir de t'avoir eu sur notre live. Donc on va finir comme ça. C'est vraiment un vrai plaisir de t'avoir eu sur notre live, on est vraiment très content. Je vous remercie, hein, je vous remercie de vous apporter, de m'apporter de la confiance et puis bah continuez comme ça parce que c'est une superbe idée ce que vous avez fait. J'ai accroché direct, donc continuez comme ça. Merci beaucoup. Il y a du contenu à faire, il y a des choses intéressantes à faire et à développer, donc ça manquait. Ça manquait un petit peu l'actualité du drift assez large. Donc voilà, continuez à faire ça. N'hésitez pas, voilà, comme tu l'as dit, à contacter autant des grands pilotes que des petits pilotes, même des fois des petits passionnés. Voilà, je connais des passionnés qui ont énormément de choses à raconter, qui font du drift ou qui sont dans le monde automobile et moi que j'admire énormément.
Si je peux prendre une petite parenthèse à donner, Ouais, bien sûr. j'ai un ami qui Corsa 801, il s'appelle, donc c'est Anthony Tomassi, donc il est de la région lyonnaise, il fait un peu de drift et c'est un des pionniers dans la région lyonnaise même à faire du drift. Et moi-même aujourd'hui, alors que je suis un grand pilote parce que j'ai fait beaucoup d'événements, c'est des personnes que quand je monte à côté, j'admire encore leur pilotage et je suis encore impressionné. Et des personnes comme ça, il faut que vous les interrogiez parce qu'ils ont des très belles choses et des anecdotes à raconter. De toute façon là, on les croisera sûrement sur des journées sûrement de roulage. Voilà. C'est là où on doit aller. Les gens nous disent la plupart du temps si vous voulez aller. Et notre but aussi, on va faire une émission par la suite aussi pour les pilotes aussi parce qu'on va être une vitrine pour certains pilotes, pour des sponsors. Euh, on va faire une émission qui s'appelle Adopte un pilote et où on interviewera un petit pilote. Pas un petit entre guillemets, soit qui commence, ou soit une jeune pousse, ou soit un ancien qui veut justement être dans le CFD, pour justement apporter cette part De la visite. de visibilité. Et en fait, notre but, c'est en fait, on a dès le premier jour, tout ce qu'on s'est dit, on doit tous les pilotes, on doit les. Damien est C'est devant. pareil. Ouais, voilà. On doit vraiment les considérer sur la même marche en fait. Ouais, ouais, Pas parce qu'il y en a un qui a plus de visibilité, un qui il a y en plus a de titres. voilà, il y en a qui sont moins dans cette philosophie de vie, mais à la base, on est tous là pour la même chose, on est tous là pour la même passion. Donc c'est très intéressant de pouvoir partager et même partager avec des personnes qui n'ont pas forcément une voiture de drift mais qui aiment. Voilà, ils sont là aussi pour la même passion. Donc comme je le dis, j'ai quand même de la chance, j'y ai travaillé dur, mais j'ai quand même de la chance de pouvoir déjà faire du drift parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir des secondes voitures pour aller s'amuser. Déjà s'acheter une voiture personnelle pour aller au travail, c'est déjà très difficile. Donc aujourd'hui, j'ai quand même de la chance d'avoir d'autres voitures pour pouvoir m'amuser. Et j'ai de la chance aussi de pouvoir être arrivé à un haut niveau et ça pourrait arriver à plein d'autres pilotes, quoi. Ok, bah merci à toi en tout cas. Damien, merci beaucoup. Ouais, bah merci beaucoup à toi, hein. Merci beaucoup à tout le chat qui était là. À Merci tous les beaucoup chats, Alex. on était à peu près une vingtaine de personnes ce soir. C'est normal, on est mercredi soir. Voilà, donc on espère qu'on sera de plus en plus nombreux sur le live. On mise pas des milliers et des cents, on veut juste partager ce qu'on aime. En tout cas, on remercie Alexandre aussi. Merci d'être venu. Et puis qu'on se verra bientôt, on espère te voir en Corse. Ouais. Si tu seras en Corse. Et puis on vous dit à bientôt.